Bonjour et bienvenue sur Médien TV. La guerre en Ukraine enflamme les cours mondiaux des hydrocarbures. Les prix du baril de pétrole sont sur le point de battre de nouveaux records, sans parler de ceux du gaz, dont l'embargo américain aux exportations russes risque de compliquer encore une fois la donne. Presque partout dans le monde, les prix à la pompe sont à la hausse. C'est notamment le cas en Afrique où l'on essaie également de voir comment trouver une solution à cette flambée. Et pour en parler, nous recevons le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin, Idriss Linger. Il est en direct avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue à vous, Idriss Linger. Bonjour Omar Baldé et bonjour aux auditeurs de Médien TV Afrique. Merci beaucoup. Alors, je le disais à l'instant, cette flambée, on la voit, on la constate. Alors, commençons d'abord par l'aspect macroéconomique en mettant le focus sur l'Afrique. Est-ce une bonne nouvelle pour les économies africaines ou pas? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des cycles de hausse des prix du pétrole. Vous parlez du pétrole. Et chaque fois que ça survient, il y a un ensemble d'implications. Pour les pays producteurs, c'est une occasion de pouvoir augmenter les revenus, aussi bien les revenus globaux au sein de l'économie que les recettes publiques pour les trésors. Et beaucoup de pays en Afrique se sont construits parce qu'ils possédaient du pétrole, c'est le cas du Nigeria, même de la Libye, de l'Angola, et de nouveaux pays qui découvraient des réserves de pétrole ont reçu un afflux d'investissements directs étrangers. Donc, pour les pays producteurs, pour les pays détenteurs de réserves, la hausse des prix actuels, si elle devrait perdurer, changerait l'analyse à court terme qu'on se faisait sur cette ressource hydrocarbure qui était déjà perçue comme un actif dont la valeur devait baisser dans le bilan de ceux qui la contrôlent. Mais là, avec la guerre russe, effectivement, la demande du marché fait en sorte qu'il y a un gain d'intérêt. Maintenant, il y a le gaz. Le gaz était déjà un enjeu stratégique pour l'Afrique parce que dans les discussions qu'il y a eu ces dernières années sur l'acheminement vers le net zéro, de nombreux pays se sont dit on ne va pas se lever un matin et aller vers le net zéro. Il nous faut une énergie de transition. Et pour plusieurs d'entre eux, l'énergie de transition, c'était le gaz, c'était pas, mais ça reste toujours le gaz. Donc, on est en train aujourd'hui d'assister effectivement à une hausse des prix du gaz parce que la Russie est un des pays qui détient une réserve importante. Et donc, du coup, des pays comme l'Angola, comme le Cameroun, tous ces pays qui possèdent un peu de gaz sont en train de refaire leur calculette. Mais et le contre-coup, la hausse des prix des hydrocarbures, c'est que nous sommes aussi consommateurs des hydrocarbures. Donc, du coup, entre la hausse des revenus pour les pays producteurs et les pays qui ont le potentiel d'attirer les investissements et la hausse des prix de l'essence à la pompe pour les pays qui ne sont pas producteurs, l'Afrique ne risque pas d'être une grande gagnante si la situation perdurait. Donc, si on voit, si on parle en termes de résultats nets, donc l'Afrique n'est pas vraiment bien placée. Alors, est-ce que malgré tout, on voit qu'aujourd'hui les pays occidentaux risquent de faire face, en tout cas pour ceux qui vont décider d'appliquer un embargo sur les hydrocarbures russes, risquent de faire face à une certaine peut-être pénurie si les autres pays sollicités n'arrivent pas à répondre à satisfaire cette demande-là. Aujourd'hui, pour le continent, est-ce que les pays producteurs africains pourront répondre suffisamment à la demande africaine? Alors, c'est une excellente question, surtout pour le gaz, parce que ce qu'on avait déjà constaté qui était critiquable, c'est que dans le cadre de l'enjeu stratégique que représente aujourd'hui le gaz comme énergie de transition vers le net zéro, les Africains avaient des logiques où il était question de signer des contrats pour vendre leur gaz à des grandes multinationales comme l'Exxon, Total Energy, tout le reste. On a d'ailleurs vu des batailles sur le continent pour s'accaparer du gaz africain, alors même que l'Afrique est le continent qui a le plus besoin de ce gaz, parce que la transition, il y a des pays qui ont opté pour des solutions alternatives vers le net zéro. Par exemple, le Maroc développe aujourd'hui
des gros parcs d'éoliennes, de solaire. Mais malheureusement, tous les pays africains n'ont pas cette technologie, n'ont pas ce niveau de développement, dont le gaz constitue un peu la marche vers le net zéro tout en se développant. Donc déjà, les Africains vendaient leur gaz naturel liquéfié, évidemment, afin de pouvoir avoir des ressources en devise. Mais c'est un tort. Aujourd'hui, davantage, si l'offre russe ne peut plus arriver de manière optimale sur le marché et que les Africains sont encore plus que jamais obligés de vendre leur gaz à eux, il faut qu'on s'assure que les revenus du gaz qui auront été générés par les ventes de gaz vont être suffisantes pour financer le développement et pour financer les ambitions de développement durable. Donc, il ne faut juste pas que les pays africains s'asseyent, observent les prix monter. J'entends qu'on va être à plus de 300 € de mégawatt de gaz et on pense que c'est l'aubaine, quoi. Il faut qu'on se mette vraiment dans une vraie stratégie. Le monde vit des crises successives et aujourd'hui l'Afrique doit considérer toutes ses ressources stratégiques comme étant des priorités et ne pas forcément se mettre dans une logique où il faut qu'elle commercialise au niveau du marché mondial. On espère encore qu'un accord finalement sera trouvé avec l'Iran et qu'on va pacifier rapidement des pays comme la Libye, sera pour doper l'offre mondiale, nonobstant la non-présence des Russes. Donc, mais tout ça, c'est à voir et ça dépendra de comment la diplomatie internationale va gérer la crise. Alors, il y a un certain paradoxe que l'on constate souvent à chaque flambée des prix des hydrocarbures, gaz et pétrole compris. Alors, d'une part, on vous dit que... J'ai perdu le son. Allô, vous nous entendez, Idriss Lindsey? J'ai perdu le son. Idriss Lindsey, est-ce que vous nous entendez? Idriss Lindsey? Alors, je vous entends maintenant. Voilà. Je disais que, en fait, on constate un paradoxe, c'est-à-dire que au niveau des pays producteurs, on vous dit que c'est plutôt au niveau des marchés que ces flambées, ça profite plus aux marchés, aux intermédiaires et autres. Et qu'au niveau aussi des populations au prix de la pompe, on voit cette hausse à travers lesquelles les États disent que non, même si les prix sont bas, on ne peut pas diminuer parce que cela ne dépend pas de nous. Comment expliquer cette complexité du flux des prix du gaz et du pétrole, bien sûr? Alors, évidemment, c'est des marchés qui sont complètement différents. Ça, c'est pas là sous le contrôle de mon expert gaz à Ecofin. C'est des marchés qui sont complètement différents et qui ont des process différents, même si on retrouve les mêmes acteurs. Vous allez constater, par exemple, que parfois les ressources, lorsqu'elles sont à l'état brut, les ressources hydrocarbures, gaz, pétrole, sont vendus sur ce qu'on appelle des contrats à terme. Lorsque vous voyez les prix augmenter, ont atteint 129 $ le baril aujourd'hui, ce ne sont pas les prix spot, en fait, en général. Ce sont des prix sur les contrats futurs. Parce que c'est des produits qu'on ne peut pas acheter, comme si on achetait une tomate au marché. Donc, on anticipe sur les cargaisons à venir. Or, en général, les produits comme le carburant qui est consommé pour le pétrole lampant, c'est des produits qui font l'objet d'un marché réel. Et donc, lorsque les prix baissent, parfois même, les États perdent. Parce qu'imaginez un pays comme le Nigeria, par exemple, qui se retrouve avec des prix à la pompe qui sont de l'ordre de 40 $ plutôt que 80 $. Ça veut dire que des actifs nigérians ont perdu la moitié de leur valeur. Et donc, le gouvernement ne peut juste pas faire baisser les prix à la pompe de manière de manière directe, quoi. Parce que en même temps, le pétrole, l'essence, ce sont des sources de collecte de l'impôt pour ces gouvernements-là. Et puis, ils sont obligés d'attendre et de voir le cycle. Par contre, effectivement, et vous posez un problème important, la hausse ne profite pas toujours très rapidement au pays, toujours en raison de la manière dont les contrats sont ficelés. Et évidemment, la situation où la hausse des prix bénéficie aux traders, bénéficie aux opérateurs, c'est la structuration même de la manière dont les contrats pétroliers sont signés. Vous avez des pays, que nous avons analysés à Ecofin, où sur pratiquement 7,5 milliards de $ d'hydrocarbures vendus, l'État, les trésors publics, n'a reçu que 8% de ce revenu-là.
de ce revenu global. Donc, il y a la manière dont aussi les contrats avec les opérateurs sont structurés. Et je pense, c'est là où tout le sens de votre question, c'est il faut que l'Afrique aujourd'hui comprenne que ses ressources sont au cœur d'une stratégie et utilise cela comme un moyen afin de pouvoir se repositionner. Et pour ça, il ne faut pas que les pays aillent seuls. Il ne faut pas qu'on ait le Nigeria, qu'on ait la Libye, qu'on ait le Cameroun, le Sénégal ou le Ghana. Il faut qu'on ait un bloc africain qui désormais fixe les règles en matière de gestion stratégique de ces énergies hydrocarbures. Alors, à ce propos, en tout cas, c'est l'un des dossiers sur lesquels entend peser l'actuel président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut se diriger vers une renégociation de ces contrats pétroliers et gaziers dans les pays africains, parce qu'on voit quand même un mouvement de contestation par rapport à ce qui a été signé, parce que beaucoup estiment que ce sont des accords qui ne sont pas du tout favorables aux États africains. Alors, malheureusement, les contrats ont parfois ceci de très complexe. J'en ai lu quelques-uns qu'il y a beaucoup de clauses léonines, des clauses contraignantes. Les États ne peuvent pas les modifier aussi facilement. Il y a des pays, par exemple, où les contrats pétroliers datent de 1980 avec de grosses clauses de stabilité. Il y a des pays qui ont négocié, par exemple, des contrats de prêt contre barils de pétrole et parfois la plupart du pétrole découvert est drainé juste vers le remboursement des prêts. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Tchad avec Glencore, où pratiquement le pays s'est retrouvé à donner tout son pétrole, ou alors une partie importante de son pétrole à Glencore. Il y a des pays qui ont mieux négocié la rente pétrolière, mais finalement ne l'utilisent pas toujours au service d'un développement beaucoup plus inclusif. Donc, je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que Macky Sall a raison d'attaquer ce défi. Il ne s'agit même pas seulement du pétrole, mais de toutes les ressources. Les pays africains vont encore trop seuls pour négocier les contrats sur leurs ressources. Elle gagnerait effectivement à mutualiser les cadres de négociation des contrats, à mutualiser la politique de gestion, et les outils existent. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement a une facilité d'accompagnement des pays et la négociation de meilleurs contrats. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle une vision minière africaine qui devrait mettre le cadre inclusif de gestion des ressources minières dans tout le continent. Donc, les outils existent. Visiblement, Macky Sall a une volonté politique. J'espère maintenant que ses collègues chefs d'État vont le suivre. Le plus dur en Afrique, c'est souvent de rallier tous les chefs d'État sur des questions communes. Alors, il y a quand même un certain paradoxe que l'on constate. C'est aussi bien sur la question environnementale que celle des hydrocarbures. Sur l'environnement, on dit que l'Afrique est le continent qui pollue le monde, mais qui subit le plus les effets donc, du réchauffement climatique. Sur la question des hydrocarbures, alors, l'Afrique, ou bien en tout cas en termes d'énergie, quand on voit les ressources énergétiques qui existent sur le continent, on pense aux ressources, aux énergies renouvelables et autres. C'est le continent qui met le moins peut-être en pratique aussi, qui exploite le moins ce filon-là. À ce niveau-là, quelles sont aujourd'hui les urgences à activer pour qu'on puisse concrétiser en fait l'exploitation des énergies renouvelables, parce qu'on a vu le cas de l'Union européenne qui décide d'activer donc ce levier-là. En Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour être à l'abri de ces fluctuations? Alors, c'est des questions très compliquées. Récemment, le panel intergouvernemental sur les changements climatiques a produit un excellent rapport de 3000 pages. Il faut déjà le lire et puis comprendre quels seront les enjeux pour les uns et les autres. Évidemment, l'Afrique est aujourd'hui non seulement possesseur des énergies de la transition, comme le gaz. On découvre le gaz un peu partout, Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Mozambique surtout, le Cameroun aujourd'hui qui est en train de voir les réserves de gaz être exploitées. Donc voilà, mais en même temps, le vrai défi parfois, c'est que pour financer les renouvelables, il faut, vous savez, les renouvelables sont aujourd'hui un concept que très peu de gens connaissent. Des pays comme la Chine ont maîtrisé la production des renouvelables et la technologie est très difficilement transférée. Aujourd'hui, la Chine a l'un des plus gros parcs d'éoliennes. En Afrique, il y a des pays qui ont maîtrisé le renouvelable. Le Maroc, par exemple, a développé un gros projet autour du solaire. Mais le problème avec le solaire, c'est que parfois, le solaire a besoin de minerais, comme par exemple le cobalt et le silicium pour faire les plaques qui vont permettre de capter l'énergie.
Aujourd'hui, un vrai potentiel de l'Afrique réside dans l'hydrogène à travers l'hydroélectricité. On estime que si le barrage sur le fleuve Congo, en République démocratique du Congo, est aujourd'hui réalisé, l'Afrique produira une quantité d'hydrogène qui pourra permettre de répondre à la demande aussi bien d'une partie du continent que des pays développés. Donc, là, vraiment, on est dans les enjeux de l'énergie stratégique. Hein. Mais l'Afrique n'aura jamais les capitaux parce qu'elle est trop mal notée, parce qu'on estime qu'elle est mal gouvernée. Il faut que le monde prenne conscience que c'est en train de shifter et que c'est en Afrique que ça va se jouer. Imaginez un peu que le Maroc puisse avoir les moyens de développer le solaire sur l'ensemble du désert qui est sur son territoire. Je peux vous garantir que le Maroc va devenir un grand pôle d'énergie renouvelable et même exportateur d'énergie renouvelable. Mais pour ça, il faut une Afrique unie, il faut une Afrique forte. Merci beaucoup. Idriss Lingé, qui était avec nous depuis Genève, en Suisse, pour nous parler donc de cette flambée des cours des hydrocarbures. Merci et bonne journée à vous, Idriss Lingé. Au revoir, Omar, et bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous aussi. Et je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.